Immense plaisir d'écouter aujourd'hui le docteur Jacques Grill, hein, et au nom de la SFC et à mon nom personnel, je souhaitais vous remercier chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Donc, en quelques mots, je vais introduire le docteur Grill en disant qu'il est pédiatre neuro-oncologue à Gustave-Roussy et qu'en plus, il dirige une équipe de recherche avec un excellent niveau et qui a contribué à des avancées majeures dans le domaine. Donc, cher Jacques, je vous remercie encore et je vous laisse la parole. Merci, docteur Panquin, de cette gentille introduction. Je vais vous parler des gliomes diffus de la ligne médiane sont le sujet de recherche principal de mon équipe. Et j'ai donné un titre à cet exposé qui est en fait originaire d'un ouvrage que m'a donné le professeur Pascal Varlet, qui est pathologiste à Sainte-Anne et qui s'occupe avec nous des patients atteints de ces pathologies. Et c'est un premier rapport qui avait été fait par Guillain. Donc Guillain, c'est le monsieur du syndrome de Guillain-Barré pour ceux qui sont médecins. Et donc en 1945, où il avait isolé une pathologie qu'il a appelée les gliomes infiltrés du tronc cérébral. Donc c'est pas une faute de frappe, c'était vraiment comme ça que ça avait été appelé à l'époque. Et il s'était intéressé à ces gliomes parce qu'il n'avait pas fait partie des gliomes analysés par Harvey et Cushing lorsqu'ils ont fait la classification des gliomes. Mais il avait déjà, dans cet ouvrage, noté un certain nombre de points qui ont résisté au temps et à l'évolution de la science, qui était le fait qu'il n'y avait pas de rôle, à son sens, pour la prédisposition, et on n'en a toujours pas trouvé de prédisposition à cette pathologie, que cytologiquement, les cellules avaient une allure bénigne, que l'aspect ressemblait à du cerveau normal et donc c'était quelque chose qu'il décrivait comme une gliomatose isomorphe, qu'il y avait rarement de la nécrose dans ces tumeurs, que l'aspect était un peu spongioblastique, c'est-à-dire c'était pas tout à fait du glioblastome, mais c'était pas tout à fait de l'astrocytome de bas grade, et que cette pathologie avait une extension au-delà du pont. Et pour la première fois, ils avaient mentionné une survivante qui avait été irradiée. Et 15 ans plus tard, pratiquement, les premières études montrant l'efficacité de la radiothérapie dans cette pathologie sont sorties. Et depuis, on a, pour ainsi dire, pas inventé de meilleurs traitements. Et donc, la première description qu'il faisait, là, vous avez une coupe d'anatomie où vous voyez à la partie supérieure le tronc cérébral qui est infiltré par une substance qui est sur cette coloration plus blanche que la substance blanche normale du cervelet et du tronc cérébral, avec persistance des fibres anatomiques à l'intérieur de cette prolifération tumorale. Et ça, c'est un exemple très clair de pourquoi ces tumeurs ne sont pas opérables, parce que elles sont mélangées avec le tissu normal et chaque tentative chirurgicale se solderait par l'ablation d'une partie de tissu normal et donc une perte définitive de fonction. Donc c'est des tumeurs qui, pour cette raison, sont rigoureusement inopérable. Et l'autre chose qu'il a bien décrit dans ses différentes observations, c'est le caractère extensif de l'infiltration de ces tumeurs, en général sur la totalité de la ligne médiane, et, comme vous l'avez sur ce cartoon qui est extrait de cet ouvrage. Donc ça, c'était en 45 et pendant très longtemps, la définition de cette maladie a été plutôt une définition radioclinique et ces gliomes étaient décrits initialement comme les gliomes infiltrants du tronc cérébral et la découverte de l'IRM et l'utilisation de l'IRM a fait décider que le diagnostic pouvait être fait juste par l'IRM sur la foi d'une triade symptomatique de durée brève associant des paralysies des paires crâniennes, des atteintes des voies longues et des signes cérébelleux. Et à l'imagerie, ce sont des tumeurs qui occupent tout le
tout le tronc cérébral et parfois avec une prise de contraste en cocarde, comme vous le voyez ici, qui sont en hypersignal T2 et qui occupent 50% du tronc. Donc ça, ces caractéristiques-là suffisaient à faire le diagnostic pendant de très nombreuses années. Et ce n'est que dans les années 2000 qu'on s'est remis à faire des biopsies de ces patients parce qu'on s'est dit, si on les biopsie pas, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans. Parce que jusqu'à cette époque-là, c'est les patients qu'on savait que c'était des tumeurs malignes, que quel que soit le caractère bénin ou malin de l'histologie, le devenir des patients était mauvais. Et donc, on n'apprenait rien de la biopsie. Et donc, Albright avait dit en 93 que ça suffisait de faire des IRM et de traiter les patients sur la foi de l'aspect IRM. Et donc, on a par la suite, et grâce aux biopsies, eu, à partir de cette évolution, de cette définition clinico-radiologique, plusieurs temps qui ont abouti à un démembrement de différentes formes de cette pathologie. Et donc, tout ça est parti de l'intérêt de la biopsie. Et cette biopsie, pour vous donner une petite idée, elle est donc nécessaire de le faire par stéréotaxie avec un cadre de l'Excel, comme vous voyez là. Ça a l'air d'être extrêmement barbare, mais rassurez-vous, c'est fait sous anesthésie générale. Et vous voyez cette aiguille à biopsie qui fait 1 mm de diamètre donne des petits fragments qui ont la taille d'un grain de riz. Et ça a été longtemps une des limites pour pouvoir faire de la biologie, d'avoir suffisamment de matériel. Et aujourd'hui, avec ces biopsies, on est capable de faire de l'histo, de l'analyse de séquençage de l'exome entier et du RNA sec et des cultures éventuellement. Et pour faire ces biopsies, on est obligé de passer non pas par la voie la plus courte, qui passerait par le 4e ventricule et les noyaux des paires crâniennes, mais par le côté à travers le pédoncule cérébelleux. Donc ça, c'est une technique qui a été largement utilisée et popularisée par l'équipe de neurochirurgie de Necker à enfants malades, avec qui on travaille depuis de nombreuses années sur ces pathologies. Cette biopsie, en fait, vous voyez ici 3 endroits de biopsie, en A à l'intérieur de la tumeur, en B à la limite du bord de la tumeur et en C là carrément en dehors de la tumeur. Et dans les 3 cas, on observe des cellules tumorales qui portent cette fameuse mutation H3K27M dont on parlera un peu plus loin et qui est le marqueur diagnostique de cette pathologie. On peut trouver des autres mutations chez ces patients et ce n'est pas uniquement en lien avec la fréquence de la mutation d'histone. Et vous voyez ici qu'on obtient des quantités d'ADN et d'ARN qui sont tout à fait compatibles avec la réalisation de tests de biologie moléculaire complexes. Cette biopsie, elle ressemble à ça. Vous voyez l'extrémité distale avec beaucoup de cellules tumorales en brun ici, avec un anticorps qui détecte la mutation H3K27M. Et plus vous allez vers l'extrémité superficielle de la biopsie, vous avez de moins en moins de cellules tumorales, mais vous êtes capable de détecter une cellule tumorale parmi tout un tas de cellules normales à cause de la très grande sensibilité de ce marqueur. Et pour ceux qui connaissent un peu la NAPAT, c'est aussi sensible que la recherche de mutations IDH dans les gliomes de l'adulte. Et on a pu corréler des altérations en histologie avec des caractéristiques d'IRM. Et je vous montre juste un petit exemple ici où on voit que selon qu'il existe ou non une prise de contraste à l'endroit de la biopsie réalisée, on a bien sûr une densité microvasculaire augmentée lorsqu'on est dans la prise de contraste, un nombre de cellules proliférantes plus importante lorsqu'on est dans la prise de contraste, validant le concept de go or grow, qui est très populaire dans le milieu des gliomes malins. Et par contre, on n'a pas plus de cellules porteuses de la mutation, ce qui montre que l'infiltration tumorale est quelque chose qui est extrêmement important dans ces tumeurs-là.
Alors, à quoi sont-elles dues ces tumeurs? Elles sont dues à une chose qu'on a découvert quasiment avec cette maladie, qui ont été décrites comme des oncohistones, c'est-à-dire des mutations sur les histones qui vont introduire le phénotype, commencer le phénotype tumoral. Et donc, la découverte de cette mutation, elle date de 2012, donc on est juste à 10 ans maintenant de ça, et on a trouvé ces mutations-là dans les tumeurs cérébrales, essentiellement les gliomes malins. On a aussi des altérations qu'on retrouve dans d'autres cancers et sur des autres histones, sur des autres résidus d'histones. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, en fait, les histones, c'est elles se regroupent en un octamère pour former le nucléosome autour duquel l'ADN va s'enrouler. Et donc, la régulation de ça est faite au niveau des queues régulatrices des histones et particulièrement des histones H3 qui vont faire qu'on va se retrouver avec un ADN compacté, c'est-à-dire non exprimé, ou un ADN relâché permettant l'accès aux facteurs de croissance et permettant la transcription des gènes en regard. Donc c'est la façon subtile de réguler l'expression des gènes dans les différents tissus. Alors, cette mutation d'histone, en fait, elle va bloquer la différenciation neurale en interférant avec un complexe qui s'appelle PRC2 pour Polycomb Repressor Complex 2 et qui se retrouve surreprésenté au niveau des promoteurs des gènes du maintien des cellules souches. Et donc, lorsque lorsque ce complexe-là est fonctionnel, il réprime les cellules souches. Et donc, en réprimant les gènes qui maintiennent le caractère de cellules souches, on va permettre que ces cellules restent dans un état de cellules souches et que, comme vous le voyez ici sur ces études en single-cell RNA-seq où on a sur l'axe des Y le score d'expression des gènes de cellules souches et de différenciation astrocytaire ou oligodendrocytaire en bas, vous voyez que la plupart de ces cellules ont un score d'expression génique très proche des cellules souches, et c'est aussi ces cellules-là qui sont en cycle. Et donc, au lieu d'avoir une hiérarchie normale dans le développement, avec des progéniteurs qui se différencient, on va avoir un maintien d'un pool de cellules souches qui sera susceptible d'être cancérisé. Donc, il y a eu pas mal d'études pour montrer ça. Et là, je vous en montre qu'une où on voit très bien que en présence d'une mutation H3K27M, on va avoir quand on les exprime dans les cellules neurales progénitrices, une prolifération plus importante, une clonogénicité plus importante, qui va donc créer une situation dans laquelle les mutations secondaires vont pouvoir apparaître. Et pourquoi elles apparaissent, ces mutations secondaires? On y reviendra plus tard, mais c'est essentiellement pour maintenir la survie de ces cellules, car l'expression isolée de cette mutation, en fait, ne provoque jamais de tumeur. Mais on y reviendra après. Donc, cette dérégulation épigénétique, elle va avoir des aspects pléiotropes sur les gènes de cellules souches, comme je vous ai dit, mais aussi sur la glycolyse et sur un certain nombre de modifications métaboliques qui vont intervenir. Donc, avec une seule mutation, on va changer profondément le paysage épigénétique de ces cellules et le profil d'expression génique. Et ceci va se mettre en interaction avec d'autres régulations de l'épigénome. Là, c'est juste un exemple récent où en fait la triméthylation en K4 par le gène MLL1 va être modifiée sur l'ensemble du génome, avec une diminution, comme vous le voyez ici, de la présence des pics H3K4M3 dans les tumeurs qui ont la mutation d'histone, ou dans les cellules qui ont la mutation d'histone.
on a aussi des modifications d'autres marques d'histones qui sont encore incomplètement décrites. Une vulnérabilité qui a été importante autour justement de ces remaniements épigénétiques, c'est SMARCA4. Et donc SMARCA4, c'est un gène qui peut être muté dans certaines tumeurs cérébrales de l'enfant. Et lorsqu'il est muté dans ces tumeurs, il va à lui seul introduire un phénotype tumoral. Et on a montré par des analyses d'ARN interférence que la perte de SMARCA4 était létale pour les tumeurs mutées H3K27M. Donc en fait, il y a un équilibre très important au niveau épigénétique qui se fait, et beaucoup d'altérations épigénétiques vont déséquilibrer complètement le système. Et entraîner de la mortalité cellulaire. Et la principale raison pourquoi ces drogues ne sont pas vraiment utilisées encore en clinique, c'est parce qu'on n'a pas de bons agents qui passent la barrière hémato-encéphalique. Et donc, ces mutations d'histones ont des impacts différentiels, et les deux histones principalement mutées, c'est la H3.3 et la H3.1. Et en fait, les phénotypes tumoraux vont être un petit peu différents, quand bien même ces histones sont très très proches. Il n'y a que 5 acides aminés qui les différencient. Et elles sont simplement réparties un peu différemment sur le génome. Et on le verra, il va y avoir des remaniements épigénétiques différents selon que cette mutation d'histone, elle est sur l'une des deux histones. Donc, la première chose qu'on a constatée, nous, il y a bientôt 10 ans maintenant, c'est que les mutations dans l'histone H3.3 étaient associées à un phénotype beaucoup plus agressif par rapport aux mutations dans H3.1, et que ceci était lié à deux différences principales sur la réponse à la radiothérapie qui était moins bonne dans les tumeurs H3.3, et le risque d'évolution métastatique qui était plus fréquent dans les tumeurs H3.3, expliquant assez simplement pourquoi leur phénotype était plus agressif. Alors, quand on a regardé le profil d'expression génique des gliomes malins de l'enfant, vous avez ici un ensemble de gliomes qui pouvaient être localisés dans différentes structures du cerveau, le cortex, le thalamus et le tronc cérébral. Et vous voyez que toutes ces tumeurs sont un petit peu mélangées selon la localisation. Vous avez donc c'est une PCA tout à fait classique, avec donc ici un ensemble de gènes de gliomes infiltrants du tronc cérébral en rose, qui sont mélangés avec des tumeurs thalamiques en noir. Et quand on s'est intéressé à quel type de mutation d'histone était retrouvée dans ces tumeurs, en gris, il n'y en a pas. En vert, c'est les mutations d'histone H3.3 K27M et H3.1 K27M. Et en bleu, c'est des mutations G34 des histones qui marquent surtout des tumeurs hémisphériques. Et vous voyez qu'en fait, c'est par la mutation d'histone que ces tumeurs se regroupent. Et donc ça a supporté la première classification de l'OMS qui a identifié ces tumeurs comme des tumeurs qui étaient porteuses de la mutation H3K27M, quelle que soit la localisation. Et lorsqu'on a regardé le profil de méthylation, c'est donc la méthylation de l'ADN cette fois-ci, et qui est très liée à la cellule d'origine de la tumeur, puisqu'en fait, cette méthylation, elle est retenue par la cellule au cours de son développement. Et vous voyez que les tumeurs thalamiques et les gliomes infiltrants du tronc sont mélangés lorsqu'on regarde donc ce profil de méthylation et sur ce TSNE qui est la même chose qu'une PCA. Et là, vous voyez que quand on note la mutation d'histone, vous voyez que les tumeurs H3.3 en vert foncé, H3.1 pardon, en vert foncé, se différencient au niveau de ce profil de méthylation des tumeurs H3.3, indiquant que le paysage épigénétique était remodelé éventuellement aussi de façon différente, et ou que la cellule d'origine était différente. Et lorsqu'on regarde la répartition de ces marques d'histone H3 K27 ME3, on voit des expressions différentielles
Donc en vert foncé, c'est les histonages, les tumeurs avec des mutations d'histonage 3.3 et en vert clair, pardon, et en vert foncé H3.1. Et vous voyez que par exemple, les marques répressives H3K27M3 est une marque répressive, se retrouvent dans les gènes, dans le gène OLIG2 par exemple, que dans les tumeurs H3.1. Donc il y a une répartition qualitativement différente de ces marques d'histone selon que la mutation est sur l'histone H3.3 ou H3.1. On a aussi décrit des tumeurs pour lesquelles il n'y avait pas de mutation d'histone, mais c'est à la place, il y avait l'expression d'une petite protéine qui s'appelle EZHIP et qui va aller bloquer EZH2 dans le complexe PRC2 pour aboutir exactement au même type de phénotype que les mutations d'histone. C'est plus rare, les patients sont plus vieux, les mutations d'ACVR1 sont fréquemment associées et dans le tronc, ce sont des tumeurs moins agressives, dans le thalamus un peu plus agressives. Et on arrive donc au petit teaser que j'avais fait précédemment, qui était l'influence des seconds événements dans les gliomes diffus de la ligne médiane avec cette altération H3K27M, puisque ça, c'est l'itération suivante de la classification de l'OMS. Ce n'est pas seulement les mutations qui étaient distinctives de ces tumeurs, mais les altérations, quelles qu'elles soient, et éventuellement avec la surexpression de ZHIP. Et pourquoi ces événements secondaires ont une influence? On s'est rendu compte que les phénotypes des patients étaient un peu différents les uns des autres. Et lorsqu'on a analysé des grandes cohortes de patients traités dans des études comme Biomed, on a découvert des profils un petit peu différents selon les tumeurs. Et donc ça, c'est un travail important réalisé par Marianne de Billy et Thomas Kerkroen dans l'équipe. Et la première chose qu'on a regardé, c'est les variations de nombre de copies dans ces tumeurs. Et lorsqu'on a demandé un clustering un clustering hiérarchique non supervisé, on a pu définir 4 groupes, qu'on voyait ici de haut en bas, 1, 2, 3, 4, avec un groupe de tumeurs avec beaucoup d'altérations structurelles du génome, un groupe de tumeurs avec un gain du 1Q et du chromosome 2 ici, et un groupe sans beaucoup d'anomalies, et un groupe avec qu'une anomalie du 1Q. Et en fait, ces groupes ne sont pas du tout évolutifs de la même manière et biologiquement sont très différents. Le groupe 1 qui est indiqué ici en haut est un groupe de tumeurs avec des altérations numériques et structurelles du génome importantes, et en rouge ici avec un pronostic beaucoup plus mauvais que les autres tumeurs dont le pronostic se ressemble un petit peu. Et lorsqu'on a regardé le nombre de cassures chromosomiques dans ces tumeurs qui ont très souvent une mutation de P53, on a beaucoup plus de cassures chromosomiques dans ce groupe de tumeurs. Donc on a isolé un groupe avec un pronostic plus défavorable, avec un génome beaucoup plus remanié, pour lequel on retrouve une signature génomique de déficit de réparation par homologue, de réparation homologue. Et on s'est un peu creusé pour comprendre ces tumeurs avec des mutations de P53 et on a montré que ces tumeurs avec une mutation de P53 étaient très résistantes à la radiothérapie sur des modèles cellulaires qui reproduisent assez bien la sensibilité in vitro, puisqu'on a pu montrer que nos modèles de culture de cellules souches avaient une sensibilité à l'irradiation in vitro qui était parallèle à la sensibilité du patient lorsqu'il était traité par radiothérapie. Donc, ce sont des mutations TP53 qui sont associées à la réponse clinique, à la réponse radiologique et au pronostic. Et ça, c'était le travail de Coralie Verbroek qui avait fait sa thèse chez nous. On avait aussi regardé comment
contrecarrer cette radiorésistance et en faisant des cribles. Et là, c'est un crible d'ARN interférence sur des cellules H3K27M TP53 mutées pour retrouver tout un ensemble de gènes qui peuvent être ciblés pour essayer d'augmenter la radiothérapie. Nous, on s'était attaché à CHEK1, mais il y en a d'autres possibles, et notamment les inhibiteurs de PARP qu'on est en train d'explorer dans cette pathologie. Une deuxième sorte d'événement qui modifie le phénotype de ces tumeurs, c'est l'association d'une mutation de BRAF V600E qui donne des tumeurs qui ont un aspect parfois histologiquement de gangliogliome et qui ont un pronostic nettement meilleur. Et donc, on s'est un peu intéressé à ces tumeurs pour essayer de comprendre pourquoi ce phénotype. Et en fait, on a donc avec Lucie Auffray comparé des patients avec des mutations de BRAF ou de FGFR1 qui avaient des pronostics moins agressifs et qui avaient donc pour caractéristique commune d'activer toutes les deux la voie des MAP kinases. Et donc, on a pu montrer que le pronostic des patients qui avaient à la fois la mutation de BRAF et la mutation d'histone, et la mutation d'FGFR1 et la mutation d'histone, avait un pronostic qui était plus favorable que les autres types de gliomes malins qui n'avaient que la mutation H3.3K27M. Donc ça, c'est une population de patients dont le pronostic n'est pas aussi sombre que les autres. Les autres patients, ils meurent tous dans les 2 ans, et alors que les patients avec ces mutations, il y en a quelques-uns qui survivent de façon prolongée, parfois plusieurs années. Et donc comprendre ce qui se passe dans ces tumeurs est important pour essayer de développer des nouvelles thérapeutiques. Ces tumeurs, en fait, sont un peu particulières lorsqu'on va regarder le profil de méthylation. Et je vous avais dit que le profil de méthylation permet d'isoler des tumeurs d'origine, avec une cellule d'origine un peu différente. Et vous voyez ici sur cet autre TSNE, entouré ici, c'est l'ensemble de ces gliomes de la ligne médiane, avec les gliomes classiques en vert clair, vert foncé et gris qui sont localisés avec un profil de méthylation qui se rapproche, mais qui est différent de celui de ces tumeurs avec la double mutation. Ce qui nous fait dire que la cellule d'origine de ces tumeurs est peut-être un tout petit peu différente que la cellule de base des gliomes infiltrants. Et lorsqu'on zoome un petit peu, on voit que ces tumeurs, elles se séparent un petit peu, et c'est pas exactement le même profil de méthylation, mais ça nous donne des raisons de penser que l'oncogénèse est un tout petit peu différente dans ces tumeurs. Ce n'est pas simplement le hasard qui fait qu'il y a une mutation supplémentaire, c'est que probablement dans la cellule donnée, la deuxième mutation confère un avantage sélectif qui n'est pas le cas habituellement. Et donc, ça me permet d'aborder une chose un petit peu conceptuelle sur toutes ces histoires de classification qui sont peut-être un peu rébarbatives, mais qui débouchent, à mon sens, sur des hypothèses biologiques extrêmement fécondes. Donc, le driver de ces tumeurs, c'est la présence d'une mutation H3K27M, d'une altération de la mutation H3K27M qui est driver. Et celle-ci, elle peut survenir dans un précurseur astrocytique. Et dans ce cas-là, l'adaptation de la cellule va entraîner une activation de la voie des MAP kinases et un phénotype associé à une sénescence induite par l'oncogène, ce qui est fréquemment observé lorsqu'on a une activation de la voie des MAP kinases et une activation de la voie mTOR. Alors pourquoi tout ça est intéressant? C'est que du coup, ces tumeurs-là vont pouvoir éventuellement bénéficier de stratégies thérapeutiques qui vont aller non pas attaquer la mutation d'histone, ce qu'on ne sait pas faire, mais attaquer les mécanismes d'adaptation cellulaire à cette fameuse mutation d'histone pour entraîner une réponse tumorale. Dans certains cas, cette altération H3K27M survient dans un précurseur oligodendroglial, qui est un progéniteur oligodendroglial,
Et les mécanismes d'adaptation peuvent être plus divers. Dans ces cas-là, soit on va avoir une mutation de la P53 qui va activer un déficit HRD, souvent des altérations de PDGFR alpha, des mutations des amplifications, et un peu plus rarement des mutations d'ATRX. Et ces tumeurs-là vont être les plus agressives, mais peut-être que les, le phénotype HRD nous donne des pistes thérapeutiques pour ces tumeurs-là. Un autre type d'adaptation se fait lorsqu'on a la présence de mutation H3.1, c'est la mutation d'ACVR1. Et du coup, cette mutation d'ACVR1 est une nouvelle cible thérapeutique pour ces patients, de même que lorsqu'on a une mutation de ZHIP. Et vous voyez que selon le type de mutation, le type d'adaptation oncogénique qui survient est un petit peu différent. Et juste pour la bonne bouche, il est probable aussi que les cellules épandymères puissent être transformées par les altérations H3K27M. Et on découvre donc dans la fosse postérieure très fréquemment des mutations d'H3K27M, enfin fréquemment, disons, dans 10% des cas, et 90% des cas ont une surexpression de ZHIP, cette fameuse protéine qui fait la même chose que la mutation H3K27M. Donc ça, c'est juste pour la question du concept, c'est-à-dire qu'en fait, on découvre de nouvelles vulnérabilités en classant mieux ces tumeurs et en comprenant les différents mécanismes oncogénétiques qui sont à l'œuvre et la séquence de survenue de ces mécanismes oncogénétiques. Alors, je voudrais pas j'ai commencé le topo en vous parlant de l'invasion, que c'était des gliomes infiltrés du tronc, et je ne veux pas finir sans vous en dire un mot, parce que c'est un travail important de l'équipe, et une raison très, très fréquente d'échecs thérapeutiques dans la prise en charge de ces patients, puisqu'en fait, lorsqu'on va les traiter localement par de la radiothérapie, on va avoir malheureusement un échappement dans un certain nombre de cas sous la forme de métastases à distance. Et donc, c'est tout le travail de Marco, qui est postdoc dans notre équipe, qui a donc été publié dans NeuroOncol tout fraîchement. Et où on s'est intéressé aux différents modes de progression de cette tumeur. Et on a montré dans un premier temps que la survenue de métastases était un facteur de très mauvais pronostic, de même qu'était de mauvais pronostic la vitesse d'invasion de ces cellules tumorales. Et donc, on a essayé de trouver des corrélats à ce phénotype, et en fait, il n'en existe pas d'altération moléculaire au niveau du génome qui explique ce phénotype-là. Et donc, on a essayé de le modéliser in vitro dans un assay 3D où on cultive donc des cellules tumorales sous forme de tumorosphère, enveloppées dans du matrigel, et on suit avec vidéomicroscopie l'invasion des cellules autour de la tumorosphère initiale. Et donc, on a toute une vitesse d'invasion qui est décrite ici sous la forme de ce waterfall plot, et on a des cellules qui vont donc envahir plus ou moins rapidement. Et on a vu que cette invasion était associée au phénotype cette invasion in vitro était associée au phénotype de métastase chez le patient. Donc là, en rouge, vous avez les patients qui ont des métastases, et vous voyez que la vitesse d'invasion, elle est significativement supérieure dans ce groupe de tumeurs par rapport aux tumeurs qui n'ont pas fait de métastases. Donc, on a un test pour prédire le comportement métastatique, mais on n'a pas de substrat biologique, et c'est tout le travail qui a été fait ensuite pour essayer de comprendre biologiquement ce qui expliquait ce phénomène. Et donc, on a fait des analyses de transcriptome entre les tumeurs qui envahissaient beaucoup et les tumeurs qui envahissaient moins. Et on a montré, alors c'est malheureusement chez moi, c'est très, 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 très petit, mais on a montré que
les profils d'expression génique étaient différents entre les deux situations in vitro et que la morphologie des cellules était différente. Les cellules qui envahissaient beaucoup avaient tendance à avoir un phénotype avec peu de cytosquelettes et des mouvements in vitro sur du verre de type amoeboïde, alors que les tumeurs qui avaient un phénotype plus mésenchymateux étaient moins envahissantes. Et on a regardé quels étaient les gènes qui pouvaient expliquer ce phénotype qui était différentiellement exprimé. Et le gène BMP7 est apparu comme étant un facteur qui à la fois poussait les cellules dans un phénotype oligodendroglial de progéniteur oligodendroglial, mais aussi facilitait les mécanismes d'invasion. Et on a décrypté les facteurs génétiques associés à ce switch vers le phénotype invasif. Et on a pu montrer donc avec des expériences d'invalidation le rôle de BMP7 et on s'est intéressé du coup à l'évolutivité, pardon, aux conséquences en aval de cette activation de BMP7 et on a pu montrer qu'il existait toute une cascade qui faisait intervenir des seconds messagers de la voie MEC-ERK dans cette modification de l'invasion. Et donc on résume ça de la manière suivante. On a donc dans nos modèles pu montrer qu'il y avait un premier phénotype où les tumeurs avaient un aspect plutôt mésenchymal et qui était modérément invasive, avec donc une motilité qui était liée à la présence de pseudopodes et dans lesquels que la cellule utilisait pour s'attacher au substrat et entraîner donc une traction de la cellule pour envahir. Et un autre modèle avec un phénotype plus de type oligodendroglial, très hautement envahissante, où les filaments d'actine et de cytosquelette étaient localisés à la partie postérieure de la tumeur, alors que l'avant de la cellule tumorale était beaucoup plus euh, euh, souple, on va dire, mobile. Et donc, c'est un système qui était plutôt un système de propulsion qui permettait aux cellules d'envahir de façon plus efficace, un peu comme le font les globules blancs. Donc, et ce switch-là est possible entre les cellules selon le niveau d'expression de BMP7. Et bien évidemment, le phénotype d'invasion est plus grand, est associé à un devenir plus péjoratif des patients. Alors, ça ne débouche pas encore sur des stratégies thérapeutiques exploitables en clinique, mais comme les voies de signalisation MEC-ERK bénéficient aujourd'hui d'un certain nombre de médicaments qui les ciblent, on peut espérer, en tout cas, essayer d'atteindre ce mécanisme d'invasion grâce aux inhibiteurs de MEK ou de ERK qui sont disponibles en clinique. Donc, je voulais finir sur cette invasion comme j'ai commencé, mais on pourra discuter plus amplement ensemble des différents aspects qu'on développe dans ce type de tumeur. C'est de loin pas tout ce qu'on fait dans l'équipe, mais je voulais vous raconter une histoire un peu cohérente qui va de la classification jusqu'à l'explication des phénotypes tumoraux. Une petite diapositive finale de notre équipe.
qui en grande partie travaille sur cette pathologie, mais pas que, et que je suis très content d'avoir à mes côtés. Et j'en ai terminé, et ça nous laisse un peu de temps pour discuter si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Donc, on a mis un message, enfin, on a chacune avec Sophie sur le chat pour vous inciter à poser des questions. Donc, ne soyez pas timide, c'est moi qui vous les poserai, les questions. Donc, voilà, bah, allez-y. Donc, je vais commencer, moi, par poser des questions. Donc, je ne suis pas du tout du domaine, donc ça risque d'être des questions bêtes. La première, pourquoi c'est seulement chez les sujets jeunes, en fait? Alors, c'était quelque chose qu'on croyait. Ah, Euh, et aujourd'hui, quand on s'intéresse à ces gliomes, en fait, on se rend compte que ils sont aussi présents chez l'adulte, mais chez l'enfant, on a plutôt des gliomes dans le tronc cérébral, et chez l'adulte, on a plutôt ces gliomes-là dans le thalamus. Donc en fait, il y a quelque chose d'assez troublant qui est dépendant de l'âge et que je ne sais pas aujourd'hui expliquer. Un peu comme si on avait un switch entre les deux. Ce qu'on sait, c'est que les cellules d'origine des gliomes du tronc, elles se situaient à la partie ventrale du tronc cérébral. En tout cas, c'est ce qu'on suppose. Euh, et on- mais on retrouve maintenant dans l'essai que je conduis Biomed, on a entre 40 et 50% des patients qui sont adultes, en fait. Et donc, mais c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et c'est à partir du moment où on a fait un essai qui était transage, lorsqu'on a su qu'il y avait des adultes qui pouvaient l'avoir, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'adultes qui pouvaient en avoir. Et donc, ça nous donne un spectre de la maladie qui sort très largement de la pédiatrie et qui peut nous donner des informations. Nous, on sait depuis toujours que les formes des ados étaient moins graves que les formes des enfants plus jeunes. Et chez l'adulte, c'est encore un peu moins grave que chez les ados. Donc, comme si le délai de survenue était lié au délai à une agressivité moindre de la tumeur. et donc les cellules à l'origine sont les mêmes Euh, chez les je sais jeunes pas. versus vieux. Ouais, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes cellules, mais en tout cas, elles sont dans un cas plutôt dans le tronc et dans l'autre cas plutôt dans le thalamus. Mais ça se retrouve dans les deux âges, hein. On a des adultes avec des tumeurs du tronc et on a des enfants avec des tumeurs du thalamus. C'est juste la proportion qui est inversée. D'accord. Je continue ou il y a des... Non, personne encore. Bon, je continue. Moi, j'ai plein de questions. J'étais intéressée par la migration amyboïde, hein. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu dans d'autres cancers cérébraux? Est-ce que il y a... Donc, bah, je sais que nous, moi, je travaille dans le cancer du côlon, donc ça, c'est assez bien décrit. Mais j'avais jamais entendu parler dans ce type de cancer. Est-ce que c'est la migration amyboïde, c'est aussi utilisé comme type de migration? Alors, dans les gliomes de l'adulte, c'est plutôt le phénotype mésenchymateux qui est rencontré, avec donc une migration plutôt de type mésenchymateuse. Ce qui est particulier dans les gliomes auxquels on s'intéresse, c'est que la migration est en fait pas du tout collective, elle est plutôt individuelle. Euh, et même s'il y a des voies de migration qui sont euh, on va dire préférentielles, on a plutôt enfin, pour nous, c'était une surprise d'avoir ce type de migration. Mais est-ce que j'ai le droit de demander à un ami? Oui, oui, tu as Bah, tous les droits. et donc, est-ce qu'il a le droit de parler, Marco? Eh ben oui, on va l'autoriser. Marco Brutti, Alors, il y a voilà. deux Marco. Il y a Marco Bruchy Un et Marco Marco tout seul. Brutti, oui.
Donc, c'est Bruschi qui a fait tout ce travail et c'est peut-être Marco qui peut le mieux répondre à cette question quant à la présence de migration amoeboïde dans d'autres gliomes. Ce que Il je ne peut sais parler. pas. Bonjour à tous. Désolé. Bonjour. Je sais pas si vous m'entendez bien, je suis dans ma voiture en fait, mais merci à Jacques de m'avoir laissé la patate chaude, on va dire. Alors, il y aurait plusieurs éléments en fait de réponse, mais je pense, moi, je peux vous donner mon point de vue qui est encore à démontrer pleinement. En fait, comme le disait Jacques, ces cellules migrent de manière assez individuelle. Et il y a une particularité de ces tumeurs, c'est que ces tumeurs sont peu irriguées par la circulation, à différence par exemple de glioblastomes adultes qui se servent beaucoup plus de l'angiogénèse pour pouvoir soutenir leur croissance, etc. Et on a vu effectivement que les tumeurs peu invasives ont plus la tendance à attirer des vaisseaux et à remanier le mésenchyme autour, alors que les tumeurs très invasives ont plus la tendance à infiltrer et peu se soucier en fait du micro-environnement autour. Et cela pourrait expliquer pourquoi en fait certaines tumeurs envahissent avec un phénotype amoeboïde, donc en gros en se squeezant, en passant à travers l'émail du parenchyme, alors que les tumeurs peu invasives en fait ont plus besoin d'interagir avec la matrice, de remanier la matrice extracellulaire et d'attirer à elle les ressources nécessaires pour pousser. Alors, je ne sais pas si ma réponse était claire, mais globalement, on a deux phénotypes. L'un qui est plus dépendant de l'interaction avec la matrice extracellulaire et où les cellules en fait ont moins besoin de se diffuser, de se disperser loin de leur site d'origine, et l'autre où les cellules en fait ont plus besoin d'aller chercher probablement leurs nutriments ailleurs et des interactions avec d'autres types cellulaires peut-être, mais qui du coup ont plus tendance en fait à vouloir s'infiltrer dans le réseau de matrices extracellulaires sans pour autant en fait dégrader ce réseau et attirer à elle les néovaisseaux. D'accord. Et d'un point de vue thérapeutique, est-ce qu'on pourrait exploiter ce mode de migration, enfin, pour le bloquer potentiellement? Est-ce qu'il y aurait des façons Alors, Une des hypothèses qu'on a mis dans la discussion, effectivement, c'est que probablement il faudrait cibler des mécanismes différents selon le mode d'invasion. Alors, Jacques pourra compléter, mais je pense que pour les tumeurs non invasives, moins invasives, peut-être que cibler justement la néoangiogénèse pourrait être quelque chose qui empêcherait ces tumeurs de pousser. Après, est-ce qu'on les rendrait plus invasives? Ça, c'est la question qui est valable. Mais peut-être que là, Jacques pourra mieux répondre que moi. alors juste une marche en arrière. Ce sont dans les deux cas des tumeurs invasives. Simplement, c'est plus et moins, mais c'est toujours invasif. Et en fait, in vitro, lorsqu'on compare un glioblastome adulte sur nos tests d'invasion, c'est les gliomes infiltrants du tronc cérébral qui gagnent en termes de vitesse d'invasion. Donc, on se retrouve de toute façon devant un phénotype très invasif. Et après, ce que je trouve intéressant dans la démonstration de Marco sur cette histoire de switch qui est dépendante de BMP7, ça montre bien la plasticité de la cellule tumorale. C'est-à-dire qu'on peut transformer une cellule peu invasive en une cellule invasive en actionnant cette voie de signalisation et vice-versa. En l'inhibant. Donc, on est devant quelque chose qui est plastique et effectivement, il a été décrit dans les gliomes de l'adulte qu'en bloquant l'angiogénèse, on favorisait l'invasion. Donc le risque qu'on a, effectivement, si on voulait bloquer les tumeurs qui sont peu invasives et dépendantes des vaisseaux, bah, c'est on risquerait de les transformer en cellules invasives. Donc, c'est pas aussi simple que ça.
Hmm. Ok. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on attend, en fait, parce que enfin, moi, j'ai un peu suivi ce travail et je trouve ça hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ce test de façon systématique et orienter la décision thérapeutique et potentiellement donner plutôt des inhibiteurs de MAP kinase, par exemple, dans un cas ou d'autres thérapies. Enfin, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut monter un essai clinique, enfin, parce que là, la preuve, elle est là, quoi. Hmm. Alors, effectivement, les inhibiteurs de MAP kinase, les inhibiteurs de MEK pourraient tout à fait être testés dans la mesure où c'est des médicaments qu'on utilise déjà pour traiter certaines tumeurs cérébrales. Euh, et c'est une des approches qu'on est, enfin, on a soumis un essai pour un financement. Donc, c'est effectivement dans l'idée. On sait qu'aussi que inhiber la voie des MAP kinases, elle est peut-être plus efficace dans certaines situations que dans d'autres. Et sur des questions de dépendance, par exemple, on peut imaginer que les gliomes qui sont dépendants de la voie des MAP kinases en fait, je ne sais pas si j'ai été très clair dans ce que je voulais exprimer sur le rôle de ces secondes mutations. Le message, c'était que les gliomes H3K27M, cette mutation driver, elle va permettre l'expansion des poules de cellules souches, mais très vite, les cellules souches, elles vont s'arrêter et rentrer en sénescence et ne plus pousser. Et donc, il y a plusieurs mécanismes d'adaptation qui doivent être faits pour maintenir cette prolifération. Et donc, parfois, c'est l'activation de la voie des MAP kinases. Donc, ça, c'est la caractéristique des gliomes qui sont mutés sur FGFR1 et BRAF, en plus d'être muté sur l'histone, mais parfois c'est un autre mécanisme. Et donc probablement, cibler la voie des MAP kinases dans les gliomes qui sont dépendants pour leur survie de la mutation de P53 aura peu d'effet. Donc on en vient à devoir, dans une pathologie qui n'est pas si fréquente que ça, avoir des sous-groupes de traitement en fonction de certaines biologies et ça rend les choses un peu complexe pour monter un essai clinique. Hein. Nous, quand on fait un essai clinique sur cette maladie, on a fait les plus gros essais qui ont jamais été faits. Le dernier qui va être publié était sur 233 patients. On a mis 5 ans. Mhm. Donc, faut tenir la route quoi, pour aboutir à une réponse. Donc, Mais est-ce que l'idée, c'est quand même d'inclure ce test in vitro dans comme un readout pour la prise en charge, pour la décision de la prise en charge thérapeutique? alors, donc ça, c'est ce qu'on fait. C'est un peu particulier à cette pathologie, mais dans l'essai Biomède, on essaye pour un maximum de patients de faire des avatars in vitro et donc de les soumettre à ces tests pour le test de radiosensibilité, pour éventuellement pouvoir jouer sur la radiothérapie, le test d'invasion pour prédire les métastases. Et on imagine que si de façon prospective, on peut prédire la métastase qui va survenir chez le patient, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Dans le coup d'après, on dira bah, maintenant, ces patients qui ont un gros risque d'avoir des métastases, on traite systématiquement l'ensemble du système central par la radiothérapie. Donc ça, c'est des étapes et à chaque fois, bien sûr qu'on a envie de faire ça, mais on essaye dans un premier temps de le montrer de façon prospective. Là, le travail de Marco, c'était sur des séries rétrospectives. D'accord. J'avais une dernière question, c'était de savoir si BMP7 était ciblable. Il existe des inhibiteurs de BMP7 ou pas, juste parce que là, j'ai vu que c'était des siRNA qui avaient été utilisés Ouais, dans le papier. ouais. Il faut faire parler Marco ou il faut...
Moi, j'en connais pas. Non, On peut pas cibler la protéine en elle-même parce que c'est une protéine sécrétée. Par contre, dans le papier, en fait, on a ciblé son récepteur. Enfin, on ne connaît pas tous les récepteurs dans le cerveau de BMP7, mais on connaît les combinaisons qui sont probablement le plus à même de transduire le signal. Et en fait, en utilisant les inhibiteurs de récepteurs, on a bien le même phénotype qu'en présence d'un SH-BMP7. Et puis surtout, on a ciblé la voie qui est activée en aval de BMP7, qui est la voie MAP kinase, MEC, ERK, etc. Mais c'est sûr que cibler un récepteur BMP, c'est quand même biologiquement plus risqué que des choses un peu plus en aval et probablement plus spécifiques. d'accord. Il n'y a pas d'anticorps bloquant parce que tu dis que c'est sécrété, mais qu'on ne peut pas le bloquer, mais il y a quand même enfin, il y a des Euh, on n'a jamais vraiment fait cette expérience. On y avait réfléchi à utiliser des anticorps, des anticorps pour séquestrer soit BMP7, soit le récepteur. Mais le problème, c'est que comme on fait l'essai dans du matrigel, on ne sait pas bien comment l'anticorps va pénétrer le matrigel, en fait. C'était juste techniquement un peu compliqué à tester sans introduire de biais sur une manip qui est très courte, en fait. D'accord. Ok. Ok. Ben moi, j'ai épuisé mon lot de questions. Je ne sais pas, les gens, est-ce qu'ils ont tout compris? Est-ce qu'ils dorment? Je sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Donc, ben, je vais vous remercier une nouvelle fois pour votre présentation. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai appris plein de choses. Donc, voilà. Et puis, ben, à très bientôt et bonne fin de journée à tous. Et alors moi, je précise une petite Merci. chose, le prochain webinaire aura lieu dans 3 semaines, ce sera le mardi 2 avril, ce sera par Hervé Maisonneuve pardon, et modéré par Jacques Robert, et ce sera sur la crise de la publication scientifique avec les acteurs mercantiles qui menacent le savoir. Bon, vous recevrez un mail et je vous enverrai le lien du replay avec le PowerPoint donc de Jacques Grill, que je remercie encore. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci Jacques.